commence? OK. Bienvenue à cette troisième séance de notre journée d'études. Comme avant, on a deux interventions de nos deux collègues de l'Université Trier, Claudine Moulin et Christophe Scheuch. En premier, on va attendre de Claudine Moulin. Claudine Moulin a étudié la langue et la littérature allemande et anglaise à Bruxelles et à Bambourg, en Allemagne. Elle a obtenu son doctorat à Bamberg en 1989, suivi des séjours de recherche à Oxford et de son toujours la misère à dire ce mot-là, habilitation à diriger des recherches en 1999. Depuis 2003, elle est titulaire d'une chaire en études allemandes et histoire linguistique à l'Université de Trèves. Elle dirige également, ensemble avec Christophe Scheuch, le Trier Center for Digital Humanities. Elle fut fellow à l'Institut d'études avancées de Paris et depuis 2019, professeure invitée à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches portent sur l'histoire linguistique, les manuscrits, Early Book Studies, les cultures de la traduction, ainsi que les humanités numériques. Sa communication aujourd'hui s'appelle César Beccari, je ne peux pas le lire en italien, et ses traductions au 18e siècle. Alors, c'est à vous. Ça devrait aller? Parfait. À toi. Ah, ben voilà. Oh, voilà, non. Mon cœur est à 200. Voilà, ben, je vais me remettre. Mais, bon, ben, merci beaucoup pour l'invitation et puis la présentation et de participer à cet atelier du CREL au sein de la conférence ACFAS. Ma communication s'inscrit dans un projet de recherche franco-allemand intitulé Metalex, les mots du droit, des delitti et de la peine de Cesare Beccaria et ses traductions en Europe. Ce projet se concentre en particulier sur la lexicographie numérique historique et l'évolution des mots du droit pendant ce que les historiens appellent le long XVIIIe siècle. Les partenaires du projet sont d'un côté le HESS et l'équipe est dirigée par les historiens Falk Bretschneider et Rainer Maria Kiso qui ont eu aussi initialement développé l'idée de construire un projet de recherche sur l'évolution des mots juridiques en Europe au XVIIIe siècle. Et de l'autre côté, le Trier Center for Digital Humanities. Et dans l'équipe, il y a entre autres aussi Christophe Scheuch qui est présent aujourd'hui. Ma communication présente donc le fruit de nos recherches qui sont encore un work in progress. Les traités de Cesare Beccaria, dei delitti e delle penne, peut être décrit comme l'un des textes les plus influents et les plus discutés du siècle des Lumières. Il s'agissait à l'origine d'un pamphlet philosophique qui s'est rapidement transformé au fil des éditions en un traité juridique fondamental et l'une des pierres angulaires du droit pénal moderne. Publié pour la première fois en italien en 1764 à Livourne, il s'est rapidement répandu en Europe dans une multitude de traductions et de réarrangements de la source primaire et a créé un discours intellectuel élaboré et diversifié, souvent décrit comme le moment Beccaria. Rien que pour le dernier tiers du XVIIIe siècle, de nombreuses éditions de l'original italien ont été publiées, avec des traductions et des rééditions en français, aussi des pirates, des éditions et des traductions pirates, en français, en allemand et en anglais britannique et américain, puis dans d'autres langues vernaculaires européennes. Dans le cas de Beccaria, le sujet central du traité, avec son rejet de la torture et de la peine de mort, n'était pas seulement opportun pour une pensée éclairée, mais dans sa forme initiale, le texte abordait déjà un large éventail de questions sociétales pertinentes, allant d'autres aspects du droit civil et pénal à des sujets contemporains généraux de comportement moral et juridique. Sujet à une vive discussion, le texte primaire a donc été réconsidéré et révisité de diverses manières par ses traducteurs et éditeurs et également repensé par des contemporains dans le cadre du discours intellectuel de l'époque,
par exemple en France par Voltaire et Diderot, et dans les décennies suivantes en Angleterre par Jeremy Bentham. L'histoire du livre peut donc être considérée comme le résultat d'une interaction de lecture dynamique et non dogmatique qui recontextualise, reconstruise, métamorphose et transforme constamment le texte de base. Il y a en fait plus de texte de base. Le traité de Beccaria a bien sûr été étudié de manière intensive au cours des dernières décennies, notamment dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et aussi du droit. Dans notre projet, nous souhaitons ouvrir la discussion vers une approche interdisciplinaire impliquant également les différentes philologies, les différentes langues en question et les humanités numériques. La circulation intense du texte primaire italien et la généalogie exacte des éditions, traductions, rééditions italiennes de ce texte, ainsi que l'interdépendance du texte primaire italien avec les textes ultérieurs dans d'autres langues vernaculaires européennes, révèlent un réseau complexe d'acteurs impliqués dans le processus de diffusion de ce texte. Dans l'ensemble, nous pouvons observer une croissance du matériel, car les traducteurs et ou les éditeurs réarrangent le texte et y ajoutent des commentaires. La traduction française de la 3e édition italienne en 1765 par l'économiste et collaborateur de l'encyclopédie André Morlet en 1766, il y a une vélocité formidable dans les traductions aussi, a en outre joué un rôle central dans la transmission du texte. Sa traduction comportait un réaménagement des chapitres et des ajouts inédits de Beccaria, donc de l'auteur lui-même, qui ont été repris de l'édition française dans les éditions italiennes suivantes, contribuant ainsi au prestige de l'auteur dans son propre pays. Donc c'est en fait à partir de la traduction des textes, des ajouts en français par Beccaria dans l'édition française et sa retraduction en italien qu'il a gagné en réputation. Cette édition française révisée a elle-même servi de base à la première traduction en allemand de la même année, ainsi qu'à la partie du commentaire de la première édition anglaise de 1766, le texte de base ayant été traduit à partir du texte italien. Les différentes phases de révision, de transformation du traité en tant que text in movement conduisent à une augmentation du nombre de pages du volume original. En ce qui concerne la nature du texte primaire, nous pouvons observer des réagencements du texte et de sa présentation, et aussi des ajouts, mais aussi des suppressions de texte et de passages de texte, avec en conséquence la génération d'un nouveau texte primaire. En ce qui concerne les éléments secondaires au texte original, on peut trouver un large éventail d'éléments au sens de paratexte de Gérard Genette, comme par exemple l'ajout de textes supplémentaires non octoriaux sous forme de commentaires, par exemple par Diderot et Voltaire, ainsi que divers réagencements de la page des titres, fournissant par exemple des informations supplémentaires sur le contenu du texte. Puis des notes marginales imprimées en marge du texte primaire, des notes en bas de page, des préfaces et des lettres d'accompagnement, et aussi des éléments iconographiques comme par exemple des frontispices. En ce qui concerne l'histoire complexe du texte primaire, les paratextes sont d'une valeur fondamentale pour la reconstruction de la genèse et de la circulation du traité et de ses variations textuelles. De plus, ils peuvent aider à découvrir le processus complexe et multicouche de transmission et de révision du texte lui-même. La figure présentée ici montre une première tentative de notre équipe pour une telle reconstruction en utilisant les paratextes dans un contexte numérique. Ici, les pages de titre et les préfaces, pour évaluer la relation entre les éditions existantes et l'original italien, les traductions ultérieures et leur interaction avec les éditions suivantes, en partie clandestines, tant en italien, tant dans d'autres langues. Cette reconstruction et visualisation de la transmission du texte dans un contexte multilingue constitue une première étape, nécessitant un ajustement par une analyse ultérieure, en cours pour le moment,
d'autres éléments du réseau construit par les différentes éditions, leurs chapitres constitutifs et leurs éléments paratextuels. La clarification de la genèse et de la transmission des textes individuels et collectifs n'est pas seulement un instrument intéressant qui aide à clarifier, par exemple, l'histoire du discours intellectuel autour du texte et la dynamique des réseaux d'édition et d'impression dans l'Europe du XVIIIe siècle, mais elle construit également le travail préliminaire heuristique pour d'autres questions de recherche qui peuvent particulièrement être abordées par les méthodes des humanités numériques. Tout cela devra aussi être pris en compte pour un éventuel projet d'édition numérique du texte primaire italien et de tous ses descendants au XVIIIe siècle. Dans ce qui suit, nous souhaitons réfléchir aux possibilités d'une approche interdisciplinaire du corpus Beccaria en nous appuyant sur les méthodes digitales. Dans ce but et sur la base de l'étude des langues cibles décrites ci-dessus, un corpus complet de facsimilés numériques de toutes les éditions et traductions existantes jusqu'en 1800 a été constitué par l'équipe de Metalex. Donc nous avons déjà ce corpus. À partir de ces fichiers images, le texte intégral est dérivé à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique de caractères avec un post-traitement semi-automatique pour garantir une qualité élevée et constante du texte obtenu. Ce processus est en cours, mais il a été achevé pour une quantité suffisante de textes provenant d'un nombre suffisant d'éditions et de traductions pour permettre de commencer le travail de validation du concept pour les étapes suivantes. L'un des domaines centraux de la recherche numérique dans le projet est l'histoire des mots du droit, y compris les changements lexicaux du point de vue conceptuel. En outre, le projet fait face au défi d'un corpus historique multilingue, d'édition hétérogène, où les textes n'ont pas de systèmes grammaticaux et orthographiques uniformes et normalisés. Ainsi, en ce qui concerne la dimension de la notation du corpus, il y a plusieurs types différents à considérer. Outre les annotations au niveau des documents, c'est-à-dire les métadonnées, 4 types d'annotations en ligne sont fournis. Une qui fournit des informations sur l'alignement, une pour la notation linguistique, une pour la normalisation de l'orthographe, et enfin la plus importante, celle que nous appelons métalexicale et qui concerne les concepts juridiques. Les annotations au niveau du document décrivent chacune des éditions et des traductions quant à leur langue, leur lieu et la date de publication et leur traducteur. Les informations sur l'alignement sont enregistrées au niveau de chaque phrase, de sorte que chaque phrase de chaque édition ou traduction possède un identifiant qui peut être utilisé pour relier cette phrase spécifique à toutes ses réalisations dans d'autres éditions et traductions. Cela présente d'énormes avantages pour la recherche des concepts entre les éditions et les traductions, ce qui est l'une des principales exigences du projet. L'annotation linguistique est ajoutée en utilisant les procédures automatisées standards de linguistique computationnelle. Dans notre cas, l'annotation au niveau du token est ajoutée à l'aide de tree tagger avec des modèles appropriés spécifiques à la langue en question. Et elle comprend les informations sur le lemme, la forme de base du mot, ainsi que sur les parties du discours. Ce type d'information est utile lors de la création de requêtes complexes sur les données, comme les modèles morphologiques ou les patrons constituant de plusieurs tokens. L'annotation concernant la normalisation orthographique est ajoutée de telle sorte que pour tout mot normalisé ou modernisé dans le texte courant, l'orthographe originale trouvée dans l'édition est préservée dans une couche d'annotation séparée. Comme par exemple, elle demande doit pour elle demandait en français, etc. Enfin, le niveau métalexical de la notation est basé sur un inventaire des concepts juridiques clés apparaissant dans le traité de Beccaria. C'est ce qui intéresse nos collègues historiens et les historiens du droit. En termes de lexicographie, nous appelons ces concepts métalem ou termes noyaux. Ils vont de crime et punition en passant par loi, law, que vous voyez ici, avec tous les sous-concepts dans les différentes langues, vérité et torture, et ils vont jusqu'à inceste, humanité, probabilité.
pour ne nommer que quelques-uns. Le système est conçu de telle façon que les dimensions onomasiologiques et sémasiologiques peuvent être ciblées, c'est-à-dire que nous pouvons aller de l'expression vers le contenu, mais aussi du contenu vers l'expression dans les différentes langues. En termes des 3 axes de l'annotation des textes numériques définis par Jan Christoph Meister, les annotations concernant les lemmes, les parties du discours et l'orthographe se situent clairement au pôle inductif, déclaratif et algorithmique de l'espace, tandis que l'annotation métalexicale peut être considérée comme interprétative et herméneutique, du moins dans une certaine mesure. Techniquement, les annotations sont toutes ajoutées automatiquement, sauf pour les annotations métalexicales qui nécessitent des annotateurs humains, et ils sont ajoutés à une version des textes qui est encodée selon les directives de la Text Encoding Initiative. Le schéma de notation est conçu pour permettre l'importation dans l'outil d'analyse de corpus TXM, où les analyses sur les niveaux d'annotation peuvent être menées. La dernière version de TXM permet de modifier manuellement les annotations après un passage algorithmique, ce qui ajoute une certaine flexibilité et une sensibilité au contexte des annotations. Mais en fin de compte, notre approche vise à obtenir un consensus sur les annotations plutôt que de permettre un désaccord entre les annotateurs. La figure ici montre une petite partie des résultats d'une telle requête qui recherche le métalemme lent dans les traductions et à travers les différents textes, à travers les différentes couches de temps aussi. Sur la base de ce texte annoté, l'étape suivante consistera à tester la pertinence et la faisabilité d'une telle approche, ce qui nous ramène à Beccaria. Dans son traité des delitti et delle penne, il ne s'agit pas de se demander comment on devrait traduire un mot ou un concept particulier, mais de voir de quelle manière il a effectivement été traduit au XVIIIe siècle. Notre projet ne propose donc pas des traductions modernes, aussi scientifiquement fondées soient-elles, mais confronte l'utilisateur et l'utilisatrice à une réalité historique conceptuelle forte, à savoir qu'il existe une diversité de traductions possibles dans un espace et un temps donné. En effet, les concepts de l'histoire de la langue juridique, comme ceux de la langue en général, n'ont pas de sens en eux-mêmes, dans chaque langue, indépendamment de leur contexte spatial et temporel, et encore moins si l'on traverse les frontières linguistiques. Si l'on nous suit dans ces considérations de base, nous devrons conclure que les mots doivent être contextualisés, sinon ils ne sont qu'un simple ordonnancement de lettres. Dans la plateforme de recherche métalexicographique que le projet prévoit de construire, les utilisateurs pourront organiser le matériel de manière à pouvoir visualiser et analyser les concepts sous-jacents aux lemmes, leur évolution dans le temps, leur circulation ou encore le franchissement de frontières spatiales et linguistiques. À cette fin, le projet permet non seulement de jeter un regard sur la transmission textuelle multilingue du traité de Beccaria à l'époque des Lumières, mais ouvre également de nouveaux horizons, tant dans le domaine de la lexicographie historique que dans celui de la présentation en ligne de contenus lexicographiques. En outre, nous espérons fournir d'autres visions pour l'édition numérique d'un tel réseau de textes, c'est-à-dire chaque texte devra être édité dans le réseau ensemble avec les autres textes. Merci. Je suis contente que le temps ait plus ou moins, je crois, été respecté, sauf notre désastre au début. Et nous serons très contents de répondre aux questions et sont très, très heureux du feedback que nous allons avoir dans notre groupe. Et Christophe est là aussi pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Claudienne, pour cette